pendant qu'ils interviennent sur moi, qu'ils balancent des fils dans le cœur et tout, donc c'est super précis, il faut faire gaffe. Les gars, j'étais en train de les faire rigoler. Pour ceux qui ont cliqué sur la vidéo et qui s'attendent à avoir des vraies réponses en termes administratifs, Première année, j'ai fait ce que tu as fait, et là maintenant, c'est de plus tous les ans. elle a fait un espèce de malaise devant nous, dans nos bras, elle est devenue toute bleue. Et là, je me dis, mec, mais là, t'as vécu un truc qui est morifique, quoi. C'est la plus grosse source de stress. On commence ici la deuxième partie de l'interview avec Yann Rubrecht. Je vous invite encore une fois à vous abonner à l'émission. Je vous rappelle également que cette émission est sponsorisée par Digiforma, le CRM numéro 1 à l'échelle nationale pour les organismes de formation, les CFA et les indépendants formateurs. N'hésitez pas, vous avez le lien en description et je vous remets le QR code à l'écran. Et allez, bonne deuxième partie à vous et c'est parti. Donc du coup, je t'invite à cliquer sur le milieu et du coup, ça va te donner un emoji. On va en faire peut-être 3. Cocotier. Le cocotier. Le cocotier. Alors, le cocotier. Qu'est-ce qu'il raconte, ce cocotier? Est-ce que vivre à La Réunion influence ta façon de travailler ou d'entreprendre aujourd'hui? Tous les jours. Alors du coup, est-ce que... Faut que je développe Ouais. Non, je suis très créolisé. Tu vois, je suis marié à une Malbaraise. J'assure la princesse dragon. C'est parce que des fois elle est princesse, des fois c'est un dragon. Moi, même si tu veux, en quelques années à La Réunion, j'ai compris qu'il fallait parler le créole. Enfin, en tout cas, au début, je n'osais pas le parler, mais je le comprenais. Puis je me suis vraiment créolisé dans la nourriture, dans la culture. Donc je vis La Réunion comme vraiment la région qui m'a adopté, comme la famille qui m'a adopté. Donc quand je vais en Hexagone, je me sens pas hyper bien. D'accord. Tu vois. Et je me dis, en fait, j'ai l'impression, et je dis, T'es touriste, quoi, je maintenant. dis, ouais, on va subir des trucs, nous, les Réunionnais et tout. Puis après, les gens me regardent, ils me disent, mais tu n'es pas Réunionnais, toi. Je dis, ah oui, pardon, j'ai oublié. Je suis pas Réunionnais, mais je suis complètement dedans, quoi. Complètement. Oui, bon, ça fait plus de 20 ans quand même. T'as dû voir Ouais. pas mal de choses passer. Mais du coup, dans ton travail, est-ce que tu as un exemple concret, peut-être Alors, j'en parlais avec mon épisode précédent, enfin, deux épisodes en arrière, avec Cyr, où justement, lui, il intègre clairement la culture réunionnaise dans son coaching. Mais toi, est-ce que dans ton travail, ça influence un petit peu ou est-ce que tu arriverais à donner un exemple? Sur la culture créole réunionnaise, ouais. Alors, en formation, et sur certains groupes de formation, tu vois, j'ai ça cette semaine. J'ai quelquefois des groupes de jeunes dans des quartiers sensibles. Un programme très précis que je ne vais pas détailler. On fait appel à moi pour pouvoir les former, notamment, c'est sur de la prise de parole, de la préparation d'entretien, pour des entretiens de recrutement. Quand les gars me voient arriver, donc c'est des gars qui sont dans des quartiers, qui sont défavorisés, des gars qui ont un passé et un présent qui n'est pas simple, qui sont à la fois déscolarisés et qui sont éloignés de l'emploi. Mais ils ont été sélectionnés parce qu'ils en veulent. Donc c'est des gars qui sont motivés. Alors là, c'est exceptionnel ce que tu peux faire avec eux. Et quand ils me voient arriver, ils vont arriver aux oreilles. Et quand j'arrive, je commence ma formation en disant, ah, les gars, vous l'avez vu, mais les oreilles. Et là, déjà, en 4 secondes, tu vois les visages qui changent. Ouais, ça fait toute la différence. Hein. Après, je leur raconte un peu ma vie. Et puis quand tu leur dis, t'as quel âge, toi? Je fais 22 ans. Je fais, il est plus créole que vous. Fini. Je suis là depuis 23 ans. Les gars, ils comprennent. Par contre, si je veux pas jouer un rôle. Les gars, je leur dis oui. Je dis oui. Tu vois, il y a des gars, ils me disent, ouais, monsieur, la couleur. Je dis, ouais, je veux pas la même couleur que toi. Et là, t'as raison. Toi, tu vas subir des trucs que moi, j'ai pas subis. Après, je reste crédible. Je leur dis, tu vois, j'ai grandi en Alsace. On me traitait d'arabe. D'accord. On me disait, t'appelles Yann, toi? Non, tu dois sûrement t'appeler Mohamed. Ouais, c'était dur. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai pas connu mes grands-parents, mais ma mère a fait des recherches et à 25 ans, j'ai appris que j'avais 25% de ma génétique qui vient d'Algérie. Donc j'ai jubilé, j'ai dit, mais oui, finalement. Et donc je leur dis, non, moi aussi, j'ai subi un ou deux trucs. Par contre, tu vois, ils ont raison. Il y a des choses que moi, j'ai eu des privilèges que eux n'ont pas forcément. Mais après, je leur dis, restez pas à ça. Construisez votre propre avec des phrases avenir. en créole, nous les pas plus, nous les pas moins. Pas capable, les morts sans essayer. Et les gars, ils se disent, ouais, il a raison. Et puis, à la limite, je vais pas me positionner en modèle pour eux. Je vais sélectionner des personnes réunionnaises, créoles, et je vais leur parler de leur parcours. Et je vais leur dire, regarde ce que cette personne, elle a fait. Et là, ils se projettent. Donc, en fait, je vais pas être un modèle, mais je vais être un vecteur. Je vais être un vecteur d'émotions pour eux. Et là, les émotions de la Réunion, les émotions créoles, tu sais, moi, j'ai déjà pleuré en écoutant du Maloya. Je sais pas pourquoi. Je sais pas l'expliquer. Donc ça, ouais, oui. t'as ressenti vraiment l'histoire derrière tout ça. T'as ressenti un truc, quoi. Ouais, je la ressens et je la comprends. Et après, je respecte totalement. Et je peux avoir, tu sais, des gens au repas de famille, t'arrives. Alors, moi, j'ai quasiment plus de famille. Hein. J'ai plus que mon frère et ma sœur. J'ai plus personne dans ma famille. Tout le monde est décédé, malheureusement.
Mais j'ai ma belle famille, et là, ils sont nombreux. Donc, il y a plein de repas de famille, etc. Ça se passe super bien. Les gens ne se rendent même plus compte, en fait, que j'ai pas le truc. Mais tu vois, des fois, il peut y avoir des petits détails. Les gens, on va te servir du piment dans ton assiette. Tu vois, moi, je mange dans la main, dans une feuille figue, comme on dit et tout. Et les gens, ils vont venir pour me mettre le piment, et puis ils vont regarder bizarrement, du style. Et puis, tu as quelqu'un qui va s'énerver, qui fait Ali, pas oreille, il sert Ali. Mhm. Tu vois? Et là, je dis non, attends, c'est bon. C'est normal. C'est normal de garder ces différences-là. Mm. Moi, je veux pas, tu sais, débarquer comme tu sais, les oreilles qui dit ouais, la Réunion, c'est super, je mets des savates de doigts, je suis à la plage à Saint-Gilles, et vive la Réunion, je suis chez moi. Moi, je me considère comme pas chez moi. La Réunion, elle m'appartient pas. Tu vois. Et quand les gens disent la Réunion m'appartient, je me pose pas la question, je dis oui, je suis d'accord. Il n'y a aucun Oui, problème. tu vas pas chercher plus loin, mais Non, mais oui, mais tu vas pas t'embrouiller avec ça, ça n'a Mhm. pas de sens. Mhm. J'ai un respect énorme pour l'histoire. Et quand tu vois ce qui s'est passé, c'était pas simple, quoi. Mhm. C'était pas simple. Mais par contre, moi, la Réunion, je la vis, je la ressens. Donc je la comprends. super. Merci beaucoup pour ce témoignage. On fait un petit dernier tour de Ouais. roue. Allez, Tu encore vois, un le peu temps passe Gauthier. vite, hein, ça fait 1h15 qu'on enregistre. Wow. Ça va, tu te sens pas fatigué. Non, on a fait des digressions. Excuse-moi, on est parti je t'ai dans pas tous les montré. sens. Du coup, alors c'est un emoji qui fait le petit cœur comme ça. Du coup, derrière cet emoji, j'ai la question qui est la suivante. Quelle est la plus belle reconnaissance et le plus beau merci que tu aies reçu d'un client ou d'un apprenant? Le plus beau merci que j'ai reçu d'un client, oh, ça va être d'un apprenant. C'est, tu sais, des fois, en fait, j'ai fait un peu du hors-piste avec certains apprenants. C'est-à-dire, ils étaient sur des sessions de rattrapage, ils devaient refaire leur mémoire à l'écrit, ils devaient refaire leur mémoire à l'oral. Et je leur ai proposé des visios sur lesquels je ne suis pas payé. Des heures de visio. Mais je me dis, en fait, je me sens utile et je pense que en les entraînant un peu plus hors cadre, on peut y arriver. Et j'en ai eu 3. Bon, j'ai eu plusieurs groupes, mais j'ai eu 3 filles dernièrement qui étaient en difficulté sur leur bachelor. Je leur ai filé du temps. Elles étaient motivées, elles ont tenu compte de toutes mes recommandations. Et elles sont passées, tu vois, au niveau des notes sur leur épreuve, entre 7 et 8 sur 20, à les 3 entre 15 et 18 sur 20. Énorme. Et alors déjà, moi, j'ai que ça, je suis en l'air. Et puis après, tu reçois le mail pour te remercier. Et là, Ouais, c'est des mots sincères. Les mots, des mots écrits. ouais. Et là, c'est pas Et- du chat GPT, hein. Non, ouais. T'as les fautes dedans, t'as l'émotion. Et les gens veulent juste te dire qu'en fait, ils se sentent soutenus, ils sentent qu'ils ont réussi. Putain, j'en ai. Vas-y, il n'y a pas de problème. Et C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. En fait, on n'est pas là pour l'argent. L'argent, c'est juste pour survivre et pour créer des projets aussi. Hein. On est là aussi pour créer des projets. Mais le plus important, c'est le résultat qu'on amène aux gens, en fait. Et même si la personne, elle dit, c'est pas, même si elle ne nous mentionne pas aux autres, ouais, c'est grâce à Yann, c'est pas grave. Nous, on a été là pour elle, pour lui, bien sûr. pour ça. Et c'est ça qui est important. Mhm. Moi, j'ai plus ou moins aidé des gens au début, justement, dans améliorer leur CV. Et le simple message de bah, merci Marc, ça fait 2 mois que je galère à trouver un taf. Là, en 2 semaines, j'en ai trouvé un. Bah, juste ça, c'est OK. Ouais. C'est, Et ça tu fait vois, ce plaisir. petit coup de pouce, moi, finalement, tu vois, je suis assez. J'aime beaucoup et je suis assez doué pour aider les gens à franchir un peu les étapes au niveau de leur mindset. Et c'est curieux parce qu'au début, tu vois, je me suis positionné sur de l'assistance administrative. Alors, je ne vais pas me transformer en coach mindset, mais tu te rends compte qu'on a besoin dans tous les domaines. Bah, c'est ce que je t'ai expliqué au début de Ouais. podcast. Je sais plus si on était en off ou pas, je me rappelle plus, excuse-moi. On Mais était en off. Bah oui, mais je t'avais expliqué, du coup, je répète, c'est que dans notre métier, en fait, quand on va rentrer un peu dans la technique, on va commencer un peu à rentrer dans les détails, les gens vont avoir forcément des freins au bout d'un moment. En fait, on se retrouve très vite dans la situation où on doit d'abord casser des freins, casser des obstacles, en passant par du mindset, comme des phrases, comme tu as dit il y a 2 secondes, pas capable et mort sans essayer. Et en fait, ça tilte tout de suite. Et là, on lève des obstacles, là, on lève des freins, et là, on peut avancer. Et c'est clairement c'est une sorte de coaching, en fait, quand on parle quand je fais un parallèle avec l'émission avec Cyr, c'est vraiment du coaching. En fait, j'en ai parlé même avec lui ce matin encore. Ouais, on en fait. Et effectivement, il dit oui. Bah, en fait, tu te retrouves à instinctivement faire du coaching.
sur certaines choses. Justement, sur l'image de soi, par exemple, je t'avais donné l'exemple de la vidéo, quand j'accompagne des gens dans la vidéo, et tu le disais de toi-même, que tu avais du mal avec l'image que tu rejetais et que tu as travaillé sur ça, etc. là. Et aujourd'hui, maintenant, tu n'as plus de problème avec ça et tout roule. Enfin, peut-être que tu en as encore un petit peu, j'en sais rien, mais peut-être avec ton histoire de régime qui est revenue. Mais voilà, tu mis la pression. Voilà, tu t'exposes, mais c'est un jeu, entre guillemets, il faut le prendre comme ça. Après, on accepte les règles ou on n'accepte pas les règles. C'est pas obligatoire, quoi. Mais on est là, on est là aussi pour quand on fait de l'accompagnement. Et je le regarde la caméra, hein, pour ceux qui sont peut-être intéressés par être accompagnés par Yann ou même par moi dans le digital. On est là vraiment pour vous aider à 100%. On est là pour, si vous avez des problématiques, des freins, on est là aussi pour vous aider en fait, à les développer. Ne vous dites pas, je ne veux pas faire de développement administratif ou je ne veux pas créer une entreprise parce que j'ai peur de l'échec, etc. ou j'ai peur de certaines choses. Mais Yann est capable de vous aider administrativement et mindset, au niveau du mindset en fait. Et donc là, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là où l'accompagnement. C'est souvent ce que les entrepreneurs me disent. Tu vois, par exemple, quand tu es coincé sur une démarche INPI, il n'y a rien qui marche. Tu veux modifier ton entreprise et puis dans un outil qui marche quand il veut, quoi. Souvent, les gens me disent, alors les procédures, en fait, ils les ont cherchées, ils les ont à peu près trouvées. Et quand je leur dis ce qu'il faut faire, ils me disent, ah oui, c'est bien ce que j'avais vu qu'il fallait faire. Là où ils sont surpris, si tu veux, c'est sur mon côté confiance. Les gens se sentent déjà soutenus, donc ils sont déchargés de leurs problèmes parce qu'ils ne sont pas tout seuls, et ça fait la moitié du chemin. Mais après, tu sais, j'ai déjà eu, des fois, les administrations, en règle générale, elles sont pas mal, mais tu vois qu'en France, c'est un peu lent. Des fois, les réponses, elles sont un peu bizarres. Donc, j'ai déjà eu des administrations où les réponses, elles sont même lunaires. Et ça te donne un énorme coup au moral quand tu la reçois. Moi, je la recevrais seule. Tu vois, c'est le cordonnier mal chaussé. Hein. Je ne vivrais pas bien. Donc, alors, j'ai ma femme, j'en parle, et c'est elle qui me soutient. C'est elle qui soutient sur mes démarches administratives. Et moi, inversement pour les siennes. Mais quand tu as des entrepreneurs, par exemple, qui reçoivent des coups sur la tête, ils vont me contacter, je vais les accompagner, je vais les aider. Souvent, ce qu'ils me disent, mais c'est incroyable, tu as toujours le sourire, tu as toujours le moral. J'ai dit oui. Ça aide. Ouais. Et le pire, c'est que, tu sais, on est très empathique. C'est-à-dire, ces démarches, en fait, qui ne fonctionnent pas, moi, je les absorbe. Et des fois, moi, c'est x10. C'est-à-dire, quand les gens me disent, oui, j'ai un problème avec les impôts ou j'ai un problème avec l'URSSAF, moi, c'est x10. C'est-à-dire, des fois, j'ai 10 dossiers en cours comme ça. Et je me réveille tous les matins en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont répondre l'URSSAF? Comme si c'était moi. Tu vois? Mais ça, c'est rapport aux problèmes de santé que j'ai eu. On est sur Terre, on est juste là pour en profiter. Tu as eu un vécu. Tu as eu un vécu dans ta vie. Voilà, tout chacun son vécu et tu apportes la force que tu en as retirée aux autres. Et ça, c'est super important. On ne va pas stresser pour les choses, les seuls trucs stressants. Tiens, tu avais dit ça dans un podcast, tu avais parlé de la santé de ton marmaille. Ouais. Enfin, c'est le seul truc qui va me toucher. Moi, quand il était nourrisson, j'étais tous les jours inquiet de me dire ok, nouvelle journée qui commence, s'il se passe mal. Et j'en ai discuté avec un papa récemment. Il va se reconnaître s'il écoute le podcast. Où là, il a une fille de 6 mois. Et il me l'a raconté en visio, en toute transparence. Il me dit quand elle avait 5 mois, donc il y a 1 mois, quoi, quand on en a parlé. Elle a fait un espèce de malaise devant nous, dans nos bras. Elle était devenue toute bleue et j'ai dû faire un bouche à bouche. Il a dit, j'ai fait comme j'ai pu. Et quand on l'a re-entendu respirer, et là, je me dis, mec, mais là, t'as vécu un truc qui m'horrifie, quoi. C'est le seul truc qui va nous stresser. Et moi, c'est pas ma santé. Hein. Et mon père, c'est pareil. Hein. Moi, je me suis fait opérer 6 fois dans ma vie. Je suis passé 6 fois sur le billard, comme on dit. À chaque fois, faut que je demande des nouvelles de mon père parce que j'en ai fait 3 où il était là ou 3 où j'étais en Belgique. Et c'est vrai qu'il n'était pas bien du tout. Et moi, au début, je comprenais pas trop. J'ai dit, t'inquiète pas, c'est juste une opération. Maintenant, avec ma posture de jeune papa, je dis, papa, je comprends tout à fait comment tu as réagi. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je suis toujours là pour le rassurer comme je peux. Lui dire, de toute façon, c'est que de la douleur. Parce que moi, tu as vu, j'ai eu un accident avec mon doigt en 2020. Ouais, tu en avais parlé, ça. Je ne sais même plus d'ailleurs. C'est 2024, je crois. Ouais, 2024, février 2024. Je raconte, on fait de la vie privée là, mais bon, c'est pas très grave, je suis pas pudique à ce niveau-là. Et quand ça m'est arrivé, j'étais chez les pompiers en direction de l'hôpital. Donc, dis-toi que là, j'étais dans mon brancard avec du sang comme ça, avec un bandage là, je suis désolé pour ceux qui peuvent être sensibles, avec mon autre bout de doigt dans un sachet glacé comme ça à côté de mon genou. Et là, je dis, bon, est-ce que vous pouvez me prêter mon téléphone qui est dans ma poche là? Je vais appeler mes parents. Et là, j'appelle papa et je lui dis, écoute, on est comme ça, avec la secousse du truc et tout. Je lui dis, écoute, puis j'avais encore l'adrénaline du truc. Je vais te dire un truc assez choquant, mais t'inquiète, je vais bien.
Je commence à... Et puis il n'a rien compris. Lui, quand j'ai commencé à dire ça, son cerveau, il a un peu bugué. J'essaie d'expliquer comme je peux la situation. Sauf que lui, il a cru que j'avais un accident de voiture et que du coup, j'avais perdu un doigt. Il comprenait rien et tout. Enfin bref. Et moi, forcément, tout ce qui a enchaîné, je pouvais plus communiquer avec lui. Donc heureusement qu'il y avait ma femme qui était là et tout ça. Mais clairement, ça serait... Moi, je l'ai vécu correctement. J'ai bien vécu la situation. J'ai bien contrôlé ce que je faisais. Mais moi, ça serait mon fils qui serait dans cette situation-là. Mais je contrôlerais plus rien. Mm. Je contrôlerais plus rien. Non, c'est la plus grosse source de stress. Et moi, s'il m'arrive un truc, tu sais, j'avais raconté mes histoires de crise cardiaque, quand j'étais dans l'hélicoptère, que je faisais mourir de rire les médecins et le pilote qui était dedans. Parce qu'en fait, moi, c'est la seule chose qui me restait à faire. Je me disais, là, je suis à 2 doigts de crever. Et même, ça va même au-delà de ça. Je me souviens avoir beaucoup fait rire le personnel hospitalier pour une seule raison. C'est que je me suis dit, si je les fais rire, ils vont être détendus, ils vont être performants, ils vont pas faire de conneries. Tu vois, que quand un mec en stress, etc. Et je me rappelle, tu sais, j'ai fait des opérations, j'ai fait pas mal d'opérations cardiaques, 4 ou 5 opérations cardiaques pour corriger le problème de flotteur que j'avais. Alors, c'était pas à cœur ouvert. On passe des cathéters là, dans les jambes ou dans les bras et t'es même pas endormi. Et les gars, pendant qu'ils interviennent sur moi, ils te balancent des fils dans le cœur et tout, donc c'est super précis, il faut faire gaffe. Ils brûlent des zones à l'intérieur pour résoudre des problèmes. Les gars, j'étais en train de les faire rigoler. Ils avaient un sourire jusque-là. Ils m'ont dit, c'est trop agréable et tout. Ils étaient morts de rire. Et moi, j'avais un objectif en disant à ce moment-là, c'est moi, ça me détend. Bon, oui, du coup, ton rythme... Et 2, eux, je les rends performants. Parce que comme ça, je vais pas les stresser. Parce qu'un mec qui stresse, un chirurgien, s'il te loupe, ça reste un humain. C'est pas un vendeur que tu as stressé et qui rate la vente, quoi. Lui, il rate un humain. Donc, ouais, non, il y a rien de pire que les problèmes de santé. Le reste, je veux dire, tu rates un client, tu rates une vente, tu te fais redresser par les impôts ou par l'URSSAF parce que tu as fait une connerie et que tu savais pas. Oui, c'est chiant. Mais non, faut pas se stresser pour ça. Il y a beaucoup plus grave. Et je te repartage encore un autre événement qui m'est arrivé récemment. Je sais pas si tu te souviens de ce post que j'ai fait où j'ai dit que c'est la première fois que j'ai vraiment pleuré de stress. Je sais pas si tu te souviens de ce post que j'ai fait. J'ai même pas mis d'image, rien. C'était juste du texte. Où en fait, c'est vraiment la première fois que j'ai vraiment pleuré en tant que dans mon situation d'entrepreneur. J'ai vraiment pleuré. Bon, après, j'ai pleuré 5 minutes, tu vois, mais vraiment, c'est monté. Parce que j'ai beaucoup stressé sur le fait que j'avais plein de dépenses à devoir gérer, à devoir m'engager. Ouais, mais j'avais pas l'argent, quoi. Ouais. Et bon, après, j'ai réussi à négocier par la suite. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais en mode, mais punaise, dans quoi je me suis embarqué, quoi. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je dénigre déjà de 1 mon image. Je dénigre plein de choses. Je mets dans la sauce plein de gens parce qu'ils attendent mon argent. Et je déteste cette situation-là. Et là, je te donne tous les contextes que j'ai pas donnés dans mon post. J'étais en Afrique du Sud. J'étais en Afrique du Sud pour les vacances. Il y avait ma femme et mon fils, 2 ans et demi. Et on était dans un lieu où ils appellent ça, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, mais bref, il y a des prières précieuses dans un espèce dans une zone avec des petites cascades, des machins, un truc assez agréable. C'est pourtant un endroit serein. Et du coup, tu chopes des pierres, tu les mélanges à sachet, et puis voilà, tu récupères les pierres, tu les achètes, etc. Donc c'est un petit endroit comme ça. Donc ma femme et lui et mon fils sont en train de chercher les petites pierres, ils s'amusent dedans, et moi je suis assis sur le côté complètement dépité, en disant à ma femme, je suis vraiment désolé, là je suis vraiment pas bien, je suis vraiment dans le genre là. Elle a accepté, elle a dit ok, bon, elle a fait son truc avec Julien, même si elle voulait qu'on fasse un truc tous les 3. Et puis au bout d'un moment, j'ai levé ma tête et je les ai vus et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? C'est pas grave, quoi. C'est pas si grave que ça. C'est pas la meilleure situation, mais c'est pas grave dans l'absolu. Le plus important, c'est eux. C'est ce que là, je suis en train de voir devant mes yeux. Et là, je me suis dit, ok, allez, on oublie, je suis en vacances, on réglera ça plus tard. Et j'y vais. Et au final, en revenant de vacances, j'ai pu discuter avec les gens de qui je dois de l'argent. Et ça se passe bien. Et puis, on étale ça, on trouve des solutions. Et ouais, clairement, c'est pas ça c'est clairement la santé et la famille qu'on crée qui est super importante. Ah oui, c'est des choses que tu n'achètes pas. Alors, oui, il faut en prendre soin, bien sûr. J'en prends pas assez soin avec mon poids. Tout le reste, c'est bon, j'arrive à le gérer. J'ai atterri la cigarette en 2017. Bon, j'ai pas eu le choix. Mais ouais, c'est le patrimoine le plus important que tu as à soigner. Et derrière, on court, à mon avis, souvent derrière le patrimoine qui n'est pas le bon. Hein. C'est l'argent ou... ouais. Et, alors moi, si aujourd'hui je fais de l'argent, je sais pas pourquoi je réfléchis, mais moi, si je fais de l'argent aujourd'hui, c'est pour mon fils. Tu vois, si aujourd'hui j'investis dans l'immobilier ou si j'investis dans le machin, c'est pour en profiter quelques années, pourquoi pas, mais c'est surtout pour mon fils que je fais tout ça, tu vois. Ouais, mais même là-dessus, à la limite...
Moi aussi, ils vont avoir un patrimoine. Les deux, j'ai 2 garçons. J'en ai un qui a 20 ans qui est en métropole. Le petit, il a 13 ans, 13 ans et demi. Oui, ils vont avoir un patrimoine. On a bien géré, surtout ma femme, depuis 16 ans, elle gère super bien. Moi, finalement, j'ai pris le pli aussi. Donc, il va se passer des choses intéressantes. Mais au final, regarde, enfin, moi, j'ai rien eu de mes parents. Et je suis pas malheureux à cause de ça. Ça Oui, m'a bien sûr. construit. Alors, j'ai rien eu du côté argent, du côté patrimoine. Après, j'ai eu plein de belles valeurs. Alors, tout n'était pas rose, ok, mais il y a eu quand même une transmission de plein de choses. Moi, c'est ça que je vais essayer de transmettre. C'est plus, si tu veux, leur offrir du temps quand ils en ont besoin. Une chose que j'ai beaucoup changé, là, d'ailleurs, depuis que j'ai eu mes énormes problèmes de santé et depuis que je suis entrepreneur, c'est que je vis pas à travers eux. Je vis moi, mais je vis ma vie, mais à fond. Mais par contre, je les invite dedans, je les inclus dedans. Et ben, ça change leur perception. Avant, tu vois, quand j'étais encore salarié, je commençais à penser à la retraite, je commençais à avoir, tu sais, toutes mes illusions perdues en me disant ce que je n'arriverais pas à faire dans ma vie. Et finalement, je mettais la pression à mes gosses. Je leur mettais la pression. Eh, tu dois bien travailler à l'école, etc. Maintenant, je leur dis, rien n'affiche ce que tu fais à l'école, de ce que tu fais pas. Mais rien n'affiche. Je dis juste, perds pas de temps. Ça va super vite, donc ne perds pas de temps. Donc si t'es pas heureux, si t'es pas bien, tu me le dis, on essaie de trouver une solution. Mais en fait, derrière, si tu veux, les gosses, ils font pas ce que tu leur dis. Ils font ce que tu leur montres. Derrière, ils me voient m'investir, être heureux, être à fond dans mon entreprise, être à fond sur les réseaux sociaux. Ben, le gosse, mon petit, le truc qui lui fait le plus plaisir, le meilleur cadeau qu'il ait eu, c'est qu'il y a 1 an, je lui ai dit, go, je te laisse ouvrir ta chaîne YouTube. Il a fait 300 vidéos sur YouTube, il fait de la musique, il fait de l'animation, il fait plein de trucs, il est en l'air. Et en fait, il m'a vu faire sur les réseaux sociaux. Mais il fait pas la même chose, il fait son truc à lui. Mais, et moi, je le soutiens, il me montre ses créations, je vérifie que ça se passe bien sur les réseaux parce qu'il est jeune. Oui, Donc parce il a qu'il faut faire encore les attention commentaires qui sont au bloqués. cyberharcèlement, tout ça. Bon. Ouais, il a tous ses commentaires qui sont bloqués. Et il a son groupe de potes sur lesquels il a un petit groupe WhatsApp, ça c'est bon. Tu vois, mais du coup, je veux pas qu'ils soient en relation avec des gens qu'on connaisse pas et sur lesquels ils peuvent être en danger. Et je lui dis, jamais tu donnes ton âge, jamais tu dis où t'es, et je contrôle ce qu'il fait. Mais finalement, il s'épanouit, il arrive à s'épanouir lui, alors que, je lui ai rien demandé, je lui ai rien interdit, je lui ai pas obligé à quoi que ce soit, mais finalement, je pense que par mimétisme, il voit que je m'éclate et il se dit, moi aussi, j'ai envie de m'éclater, mais dans mes domaines à moi. C'est une très belle valeur aussi dans la parentalité que tu nous partages. Alors, je suis désolé, j'ai vraiment pris le temps de discuter dans des sujets comme ça avec toi en profondeur parce que voilà, on accepte de le diffuser aussi. Et merci beaucoup pour ça. Et moi j'ai donné aussi des moments de vie que j'ai vécu. Mais pour ceux qui ont cliqué sur la vidéo et qui s'attendent à avoir des vraies réponses en termes administratifs, est-ce que on va basculer sur cette partie un peu plus activité pro, si tu veux bien ou en fait, est-ce que là, tu as qu'est-ce que tu aimerais partager à des micro-entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs comme moi, en fait, et beaucoup qui nous regardent. Là, qu'est-ce que tu pourrais partager pour que, quand ils finissent la vidéo ou l'audio, qu'ils puissent aller vérifier des choses? Oui, qu'ils aient quelques pistes, avec plaisir. Alors, le premier, c'est quand les gens veulent... J'en vois beaucoup. Les gens ont plusieurs activités en tête. Et en fait, ils me contactent, ils viennent me voir en me disant oui, je sais ce que tu vas me dire, il faut que je choisisse. La première chose que je leur dis, c'est pourquoi choisir? Tu l'as même toi-même expliqué que tu as commencé avec 6 activités différentes pour les tester. Et après oui. Et il m'en reste encore 4 que je fais très régulièrement. Donc oui, on peut se lancer dans beaucoup d'activités différentes. Et c'est une particularité parce qu'en fait, en société, tu peux pas vendre des colliers de nouilles et faire de la formation avec la même société. C'est pas possible. En micro-entreprise, tu peux. C'est sur ton nom propre, tu peux avoir des activités qui sont très différentes. J'ai une cliente, par exemple, elle fait à la fois de l'artisanat, du commerce et de la prestation de services. Sur la même micro-entreprise. Sur la même micro-entreprise. Et donc sur le même code APE? Tu n'as qu'un seul code APE, c'est celui de ton activité principale. Après, tu peux avoir autant d'activités secondaires que tu veux. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est l'une des flexibilités, des gros avantages des micro-entrepreneurs. C'est un des gros avantages de la micro-entreprise que tu n'as pas avec une société. Donc déjà, quand les gens se disent « je ne sais pas où est ma zone de génie, je voudrais tester 2 ou 3 trucs, mais tout le monde me dit qu'il ne faut pas le faire », je leur dis « bah si ». Après, quand on va communiquer sur son activité, peut-être qu'il ne faut pas communiquer sur tout. Parce ça, c'est une question de stratégie. Effectivement, moi, ce que je conseille, je donne un exemple très rapide de quelqu'un que j'ai conseillé rapidement, qui est sexothérapeute et en même temps qui a un site e-commerce pour les produits pour adultes. Et elle balance tout sur le même Instagram. Stratégiquement parlant, c'est
pas ce qu'il faut faire parce Ouais. que quelqu'un qui serait intéressé par ton service de thérapie, s'il voit des produits pour adultes, ça peut bloquer. Et inversement. Donc il faut vraiment séparer les deux. Mais tu peux garder la même DA, tu peux garder, quand je dis DA, donc direction artistique, tu peux garder les mêmes machins, mais il faut quand même séparer parce que le message n'est pas clair sinon derrière. Ouais. Donc vous pouvez avoir plusieurs activités, mais derrière, séparez bien vos moyens de communication. Mhm. Alors moi, j'ai résolu le problème, tu vois, en me présentant quelquefois comme, tu sais, c'est quand on fait les posts fameux tofu, là. C'est juste pour avoir de la visibilité. Tofu, mofu, bofu. Tofu, mofu, bofu. Ouais, quand tu cherches des posts pour faire de la visibilité, moi, je vais me positionner sur certains domaines où je suis quand même crédible, où j'ai un peu d'expertise. Mais en fait, je me présente à la limite comme un médecin généraliste, tu vois. Donc, il n'y a personne qui va critiquer un médecin généraliste en disant, attendez, vous n'y connaissez rien. Oui, mais les gens, ils passent par moi et après, je vais vous les envoyer. C'est vous les experts. Donc ça marche. Je peux parler de pas mal de sujets différents. Mais je vais rester sur, tu sais, l'entrepreneuriat et la formation. Je ne vais pas tout Oui, tu petit te peu disperses sur pas la trop. retraite, mais j'en parle plus trop maintenant. Mais oui, ça sert à rien de se disperser. Deuxième astuce qui est super intéressante, c'est les gens vont se poser la question, est-ce que je dois me lancer dans une étude de marché ou pas? Et là, je dis vraiment, alors que moi, je les facture. Je peux faire des études de marché qui sont très longues, qui sont très jolies. Je leur dis, ça dépend de ce que vous avez besoin et ça dépend surtout de votre secteur d'activité. Si tu lances un truck, par exemple, de burger, c'est indispensable. Au niveau du marché, savoir où sont positionnés tes concurrents, où est-ce que tu vas pouvoir te positionner. Donc c'est quoi, toi? C'est une étude de marché, donc les concurrents. Dans l'étude de marché, tu vas analyser tarifs. ton secteur d'activité, tu vas analyser tes concurrents, tu vas analyser ton marché en local, tu vas analyser Les ta fournisseurs. clientèle cible, celle que tu veux aller chercher. Donc, tu vas définir tes personas, tu vas chercher tes fournisseurs, et puis tu vas y ajouter dans ton étude de marché ton prévisionnel financier. Ton business plan. Alors, C'est du pas la coup, même si chose. tu veux, moi, j'appelle le business plan égal étude de marché plus prévisionnel financier. D'accord. Il y a des puristes, ils vont te dire c'est pas ça, mais tu cherches sur Internet, tout est vrai. Ouais. Donc pour moi, alors rien à voir avec le business model, ça j'aime pas en parler, c'est un terme technique, mais je dis juste business plan, c'est étude de marché plus prévisionnel financier. Donc il y a des gens, moi je les pousse pas du tout à la consommation, et les gens me disent oui, il va falloir que je fasse une étude de marché, mais je leur dis moi je le ferai pas. Je le ferai pas. Imaginons par exemple tu es thérapeute holistique dans un domaine qui n'existe pas. Qui est complètement innovant à La Réunion. Oui. Que tu sois à l'étang salé, à la montagne t'auras ou pas à de données. Saint-Benoît, tu T'auras n'auras pas de aucune données. info. Tu vas rien trouver. Donc tu vas aller chercher des concurrents indirects qui font pas la même chose que toi. Ouais, il faut se renseigner un peu. Mais je dirais tu peux le tenter sans aucune analyse de ton marché. Après, pour moi, ce qui est indispensable, c'est de faire un prévisionnel financier. C'est-à-dire de vraiment lister. Alors, tout ce dont tu as besoin pour te lancer, en termes d'investissement, Les des fois, charges. c'est pas grand-chose. Dans ton investissement de départ, c'est de quel matériel tu as besoin. Comment tu vas le financer? Parce que si c'est pas sur fonds propres, il va falloir aller chercher des subventions. Il y en a, mais c'est pas simple. Alors, subventions ou des financements, des crédits, des aides, etc. Donc ça, c'est la partie comment je me lance. Une fois que tu es lancé, effectivement, tu vas aller calculer tes charges récurrentes. Qu'est-ce que tu payes tous les mois? Qu'est-ce que tu payes tous les ans? Donc charge fixe, charge variable. Pour être précis dans les termes, c'est ça? Oui, complètement. Ouais, il y en a la majorité, elles sont fixes en plus. Tu peux assez facilement les déterminer. Donc, tu vas lister toutes tes charges. Et après, à partir de là, tu vas commencer à lister ton chiffre d'affaires prévisionnel. Combien tu peux faire? Là, tu commences à être, autant au niveau des charges, tu peux être très précis. Quand tu vas cibler ton chiffre d'affaires, tu es au doigt mouillé. Moi, je ne me suis pas donné d'objectif forcément la première année. Et je l'ai dit de manière transparente sur un post, donc je peux le dire maintenant aussi, j'ai pas de souci avec ça. Première année, j'ai fait 26 000 et un bout de chiffre d'affaires. C'est pas un résultat net, je rassure, c'est du chiffre d'affaires. Et là, cette deuxième année, je me suis projeté sur, allez, là, il faut que je tente je pense que je peux atteindre les 30-35 000. Voilà, donc là, je me fixe ça et voilà. Et étape par étape, quoi. Ouais. Ma première année, j'ai fait ce que tu as fait, et là, maintenant, c'est 10 000 de plus tous les ans. Donc, tu vois, c'est super. C'est franchement super. Et là, par contre, avec l'expérience, c'est là où je voulais en venir avec toi. C'était avec l'expérience, c'est-à-dire que ne vous inquiétez pas dès le début si c'est trop flou, mais avec l'expérience, ne serait-ce que déjà avoir passé la première année, on peut déjà avoir un prévisionnel déjà un peu plus précis. Ouais. Après, souvent, quand les gens vont se lancer, je leur dis, il faut que vous ayez un matelas de sécurité. Et plus que, alors tu sais, les acédiques, là, ça s'amoindrit d'année en année. Là, j'y comprends plus rien. C'était 2 ans, maintenant c'est 18 mois.
Quand tu ouvres ta micro-entreprise, il y a plein de règles et c'est devenu compliqué. Donc, les gens aient un vrai matelas de sécurité. Donc, quand les gens me disent, par exemple, ils sont dans un domaine qui est très préempté, tu vois, ils ne sont pas du tout en océan bleu, il y a du monde qui fait ce qu'ils font. Alors, tout le monde est parfait, hein. Les gens sont super, mais je dis, vous êtes super, mais vous ne sortirez pas du lot comme ça, c'est pas possible. Ou alors, ils ont tout disrupté sur les réseaux sociaux, c'est possible, hein. Quand tu as des gens, en fait, ils sont pas à l'aise pour communiquer sur les réseaux sociaux et ils se disent, ils croient dur comme fer qu'en fait, ils vont remplir leur planning en 3 mois, je leur dis clairement, hein, je prends pas de gants, je leur dis, vous êtes super mal. Je suis pas confiant du tout. Les gens, ils me regardent bizarrement. Ils disent, mais si, s'il le faut, je paierai de la publicité sur les réseaux sociaux. Et je dis, ça marche pas, ça. Enfin, ça va pas remplir votre planning. Vous aurez un peu plus de visibilité, mais ça va pas marcher Non, comme mais vous voulez. moi, c'est ce que je vends, mais c'est une branche. C'est pas un tout. Oui. C'est une branche, quoi. Oui. C'est pas l'arbre, quoi. Si on peut imaginer. Non, mais comme surtout ils ont pas de toi, tu leur conseilles une stratégie. En fait, ils ont même pas de stratégie. Ouais. Ils savent pas ce qu'ils vont communiquer, mais ils se disent, je ferai des pubs. Ouais. Oula. Super important, Ouais. la stratégie. Hein. Et donc déjà, un bon matelas de sécurité. Donc c'est pas simple. Parce que tu as des gens, si tu veux, tu as des gens par exemple qui sont salariés et qui veulent vraiment sortir du salariat et qui ont un projet. Mais pour moi, là où ça va fonctionner, c'est qu'ils sont 100% investis dans leur projet et pas 100% investis dans le fait qu'ils veulent s'acheter une vie plus tranquille. Parce que tu ne seras pas tranquille en tant qu'entrepreneur. Tu seras très heureux, mais tu ne seras pas tranquille du tout. Ça va bouger dans tous les sens et tu auras 36 millions d'émotions. Ouais. Donc, alors, les gens qui sont super fatigués, qui n'en peuvent plus du salariat, et je le comprends parce que les choses ne sont pas simples, c'est pas forcément la bonne porte de sortie. Et après, moi, ce que je vois, si tu veux, alors je vais pas dire qu'il y a des gens qui, je ne veux pas dire qu'il y a des gens qui sont pas faits pour être entrepreneurs. Je pense que tout le monde est fait pour être entrepreneur. Mais il y a des gens, ça va leur prendre tellement de temps qu'ils se mettent en danger s'ils le font. Donc il y a une notion de temps. Alors après. Ouais, il y a des gens qui sont pas prêts tout de suite. Alors attention, tu as des gens qui sont perfectionnistes et qui pensent qu'ils se mettent des plafonds de verre et puis qui ont le syndrome de l'imposteur et qui vont croire qu'ils seront jamais prêts. Alors qu'en fait, ils le sont. Donc là, il suffit de crever leur plafond et en fait, ils vont se lancer. Mais je vois surtout, pour moi, c'est pas une question de potentiel, c'est pas une question de niveau. Tu vois, demain, je peux accompagner des gens qui sont... Tiens, ben, j'en ai une, là, tu sais, ancienne femme de ménage et nounou. Elle se lance dans une entreprise. Franchement, la nana, elle sait tout faire. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Elle a réussi Ça va fonctionner. à engendrer des soft Ouais. skills qui lui C'est servent. de soft skills numéro 1, c'est débrouillardise et détermination. Et faut pas hésiter si tu veux avoir une vision d'ensemble. Même, et c'est ça le risque, en fait, parce que quand tu es chef d'entreprise d'une société et la vision d'ensemble, tu comprends tout de suite qu'il faut l'avoir. Et sinon, tu te plantes. Mais quand tu es micro-entrepreneur, souvent, on pourrait comparer ça en disant, tu n'as pas forcément créé une activité, tu as créé ton job. Tu as créé ton job. Moi, j'ai créé mon job, je vends du temps. J'ai aucun revenu passif, j'ai pas de formation qui se vend toute seule sur Internet, etc. Donc, en fait, les gens, ils m'achètent du temps, ils m'achètent des heures. Et en fait, si tu veux, le fait que tu aies créé ton job, faut faire très attention en micro-entreprise, c'est que les gens, en fait, tu sais, quand ils sont salariés pendant longtemps, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont absolument pas autonomes. C'est l'autonomie, le truc le plus principal. C'est-à-dire, est-ce que les gens, ils sont capables de se débrouiller? Mais de se débrouiller vraiment. C'est-à-dire, soit les choses, ils font tout eux-mêmes, et s'ils ne savent pas faire, ils se font aider, mais le plus rapidement possible. Tu vois, quand il y a des gens qui disent « Oui, j'ai la phobie administrative, donc je vais faire appel à quelqu'un. » Je dis « C'est une super bonne idée. » Sauf qu'ils font appel à personne, qu'est-ce qui leur arrive? Au bout de 4 mois, tu sais, ils ont créé leur micro-entreprise, ils ont oublié de se déclarer aux impôts. Donc, au bout de 4 ou 5 mois, là, tu vois, même les impôts, c'est une fois par an, et tu es exonéré la CFE la première année. Ouais. Et le reste, c'est de l'impôt sur le revenu. Donc, en fait, j'en ai certains qui m'ont appelé. En fait, au bout de 6 mois, ils m'ont dit « Oui, les impôts, ils ont fait un avis à tiers détenteur sur mon compte bancaire professionnel. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Je dis « Je peux rien pour vous, quoi. Il y a tout qui a été fait à l'envers. » Ouais. Et donc là, par exemple, pour donner un exemple concret, une aide concrète, là, je suis dans cette situation-là. Effectivement, j'ai fait ma première année où effectivement, j'ai été exonéré d'impôts. Là, j'arrive sur ma deuxième année. Est-ce qu'il y a des choses que je dois faire? Si Donc tu as là, tout je bien suis, fait au départ, donc tu vois, alors les gens, ils sont inscrits à l'URSSAF, ils sont soit en mensuel, soit au trimestriel. Moi, je suis conseille mensuel. beaucoup d'être au mensuel, parce que ça permet d'avoir un meilleur suivi. Moi, je fais un peu mensuel. mieux. Ouais. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire débutant. Il faudrait que je le fasse en rentrant. Après, tu vas avoir... Donc, on parle d'un point de vue social et fiscal. Hein, tu vois, l'URSSAF, donc l'URSSAF va prendre en charge tout ce qui est social, tu vas payer toutes tes cotisations, et après, le fiscal, tu vas avoir tes impôts sur le revenu. Donc, en micro-entreprise, c'est très simple. Hein, tu vas avoir une case. C'est pas encore automatique pour l'instant. Ça risque de l'être dans les années qui viennent.
mais tu vas avoir une case, tiens, pour toi, c'est la case 5HQ, tu vois. Tu mets ton chiffre d'affaires dedans, l'État, il procède à un abattement selon tes activités. C'est de la prestation de service, donc tu vas avoir 34% d'abattement. Et puis, du coup, tu payes tes impôts sur le revenu si tu es imposable sur ton activité. Et ça va s'ajouter si tu as d'autres revenus avec ça. Et puis après, au niveau fiscal, le dernier truc, c'est on est en plein dedans, là, parce que j'ai eu le mail hier, je crois. J'ai payé 5 minutes après, c'était terminé, tu vois. Je reçois le mail, avis de CFE. Donc, c'est la cotisation foncière des entreprises. Et ça, tu reçois ça une fois par an, début novembre. Tu as jusqu'au 15 décembre pour payer. Et moi, ce que je dis en fait aux entrepreneurs, c'est faites-le tout de suite. Soit vous le faites vous, soit vous faites accompagner pour que ce soit fait tout de suite. C'est-à-dire faire la démarche de fiscalité. Moi, ça y est, ma CFE, alors c'est pas passé sur le compte bancaire, mais oui, ça va passer en prélèvement, je sais pas quand, je m'en fiche. Le CFE, ouais. Mais la CFE, mais c'est terminé, c'est fait. Comme ça, au moins, tu passes à autre chose. Ah oui, parce que là, les gens, pendant 1 mois et demi, ils vont penser rien qu'à ça. Donc après, il y a des gens qui sont un peu en galère, alors, sur lesquels il y a des erreurs. Tiens, j'ai une grande professionnelle qui m'a contacté, qui m'a dit, fais gaffe, elle a eu 1 000 € de CFE en plus. Donc, comme elle s'y connaît très bien, elle a immédiatement appelé son SIE, son centre des impôts professionnels, et elle fait dans la foulée un message sur la messagerie des impôts. Et donc, du coup, elle a obtenu en 15 minutes une garantie de dégrèvement de 1 200 € sur sa CFE parce qu'il y avait une erreur. Mais là, c'est CFE habituel. Tu payes quelques centaines d'euros, et puis finalement, l'année d'après, tu vas recevoir 1 000 € de plus. J'ai vu une vidéo justement de quelqu'un qui est sur Instagram et qui aide les auto-entrepreneurs. Alors, je ne me rappelle plus trop son nom, je suis désolé, c'est une femme, mais je ne me rappelle plus trop son nom. Et effectivement, elle avait fait une vidéo là-dessus sur le CFE, c'est l'impôt, on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Tu viens dessus sur une année, ça se passe bien. Tu reviens dessus l'année prochaine, tu es très surpris, alors qu'il ne s'est pas passé grand-chose entre-temps. Oui. Donc, c'est le genre de démarche. En fait, pour le côté mindset dont on parlait tout à l'heure, en fait, il faut rentrer dedans. Tu connais la méthode Eat the Frog, pardon. Non. Mange la grenouille. Non. C'est-à-dire, il y a un truc qui ne va pas, tu le fais tout de suite. Comme ça, c'est fini. Ah oui, tu veux dire, fais le plus dur d'abord, quoi. Ah bah oui. Tu reçois ta CFE, tout le monde va avoir le prélèvement en même temps. Hein. Je dis, mais là, est-ce que du coup, moi qui ai lancé en août 2024, du coup, 1 an en août 2025, est-ce qu'il faut que je regarde là, maintenant, on est en novembre ? Normalement, tu dois la recevoir, là. Okay. T'as ton premier avis de CFE. Donc là, il faut que je regarde dans mon impôt.gouv professionnel. Oui. Ou alors, tu auras dû recevoir un mail. Ok. Non, j'ai pas encore reçu. Tout le monde a reçu un mail. Bah, je vais regarder. Alors, on va regarder. Ok. Donc, tu vois, c'est des petits détails. Mais quand les gens ils disent, ouais, la micro-entreprise, c'est rien du tout. Moi, j'ai assisté tu sais, des conférences où il y avait plein de formateurs. C'était pile le début novembre. Je leur dis, alors, la CFE, ça va pour vous ? Et il y en a qui me regardent en rigolant, qui me disent, mais on n'a pas ça, nous. Je dis, ah bon ? Alors avant, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui était automatique du côté de l'État, donc l'URSSAF discutait peu avec les impôts. Maintenant, c'est super automatique, il y a des contrôles de partout. Donc, tu ne peux plus te permettre de passer à côté. Entre les mailles, ouais. Tu vas avoir quoi comme démarche ? En fait, accompagner les gens sur tout ce qu'il faut faire. Est-ce que je dois m'assurer d'avoir une RC Pro ou pas ? Ça dépend de l'activité. L'assurance responsabilité civile professionnelle. Tout ce qui est gestion compte bancaire, professionnel, pas professionnel, comment il faut faire. Est-ce que tu conseilles pour un micro-entrepreneur de bien séparer son compte bancaire pro et perso ou... Ah oui, tu n'as pas le choix. Déjà, tu as dépassé 10 000 €, tu n'as pas le choix. Tu dois avoir un compte bancaire dédié, pas forcément pro, mais le mieux, c'est de prendre un pro. Alors moi, dans mon compte, moi, dans mon cas, j'ai mon perso qui est chez la caisse d'épargne et j'ai mon pro qui est en ligne avec Shine. Oh, c'est parfait, c'est bien distinct. Donc oui, effectivement, il y a des choses qui sont obligatoires, il n'y a pas le choix, même s'il y a peu de contrôle, hein. Même s'il y a très très peu de contrôle. Tiens, d'ailleurs, il y a certains contrôles en fait, qui sont faits, qui sont d'une évidence telle, je ne comprends pas pourquoi les gens ne font pas attention. Tu vois, par exemple, quand tu fais ta déclaration de chiffre d'affaires en micro, tu as 3 cases. BNC. Tu as vente, prestation, tu as le BIC, la prestation de service BIC, et puis tu as autre prestation de service, donc effectivement les BNC, bénéfices non commerciaux. Il y a des petits malins qui se disent « Oh tiens, c'est marrant, quand tu déclares en vente, tu payes 2 fois moins de cotisation. Tu vois, toi, tu dois être à 4,5%. Enfin, tu vas passer à 4,5% en janvier, là, ça va augmenter un tout petit peu. Parce que tu es encore dans les 2 premières années. Mais quand tu as dépassé la 4e année, donc moi, je vais être en janvier, là, je vais être à 17,5% de cotisation sur mon chiffre d'affaires. Donc ça commence à piquer un peu. Et puis ma femme, elle est à 8,2% quand elle fait de la vente. Alors maintenant, elle a arrêté, elle ne fait plus de vente de repas. Mais quand elle faisait de la vente, elle était à 8,2%. Et du coup, elle me disait comme ça, elle me dit « Ah ouais, mais toi, tu payes 17,5, mais il n'y a pas des trucs que tu pourrais passer en vente. » J'ai dit « Mais tu rigoles ou quoi ? Je ne vends rien, c'est de la prestation de service.
La vente, c'est de l'achat-revente. Tu vois? Donc un produit fini, quoi. Bon, alors, l'astuce, enfin, c'est pas une astuce, hein, le truc qu'il faut éviter, c'est qu'en fait, il y a des gens sur le truc de l'URSSAF, ils disent tiens, bah, la moitié de mon chiffre, je vais faire de la vente parce qu'il y a des trucs, des formations, je pourrais dire que c'est de la vente. Tu vois? Sauf qu'en fait, ils n'ont jamais déclaré la moindre activité à l'URSSAF autre que BNC. Maintenant, l'URSSAF, ils ont des outils, hein, tout automatique, etc. Ils se font contrôler direct. Mais tu sais, moi, pour les premiers mois où j'étais entrepreneur, j'ai pas mal stressé sur ma déclaration, comme c'était mensuel, donc ça arrivait régulièrement. Je me disais, bah, bon, je remplis BNC, j'espère que c'est le bon. Bah, tu vois, j'avais toujours cette... parce que je regardais des vidéos de YouTube, j'essayais de m'informer le mieux possible, mais c'est vrai qu'au début, je me dis, j'espère que je fais pas de conneries, parce que Ouais. ça me retombe dessus. Et il n'y a que 3 cases. Ouais. Alors imagine, alors donc ceux qui sont en société, ils se font aider par les experts comptables. Donc là, il y en a des très très bons qui donnent des bons conseils et tout. Mais quand tu es tout seul, effectivement, tu sais pas. Qu'est-ce qu'on peut encore conseiller des gens qui se lancent en micro-entreprise? Bah, tout ce qui est comptabilité, suivi comptable. C'est-à-dire, moi, je leur fournis, alors c'est du tableau Excel, mais il y a plein de trucs qui sont automatiques, il y a plein de formules, il y a plein de macros, il y a des boutons et tout. Mais si tu veux, tu as un onglet dans lequel tu vas mettre ligne par ligne tout ce que tu encaisses en termes de chiffre d'affaires. parce que Au moins c'est avoir l'obligation. entrée-sortie. Voilà. Ouais. Même à la limite, tu sais, l'État dit, quand tu fais du BNC, tu dois juste tenir à jour un cahier de recettes. Mhm. Donc, tu n'es même pas obligé de suivre ce que tu sors. Non, ouais, tu Mais dis juste ton chiffre mais d'affaires. c'est dommage. Alors, il y en a qui veulent pas. Et tu dis cahier de recettes. Mais c'est dommage parce qu'en fait, si tu veux, tu gagnes beaucoup de chiffre d'affaires. Tu sais ce qui sort en termes de cotisation, mais tu sais pas combien elle te coûte ton activité. Donc, combien tu te verses de salaire. Alors, les gens, ils vont calculer, ils se font des virements, c'est du compte pro au compte perso. Et À la finalement, louche. ils se disent, c'est ça à la louche. Ils se disent, bah, c'est ça mon salaire. Mais c'est beaucoup trop imprécis. Donc, moi, j'essaye de piloter mon activité. Tu sais, tous les abonnements qu'on paye entre les ChatGPT Pro, Canva Pro. Maintenant, pour générer les images, je paye du Nano Banana. Parce que les images sont trop belles, etc. Donc, je paye. J'ai fait, ben là, je suis en train d'augmenter mon chiffre d'affaires. Par contre, derrière, je vois que mes charges, elles augmentent. Donc, je vais dire, oh là, oh là, oh là, il faut faire attention, il va falloir rentabiliser. Donc, je suis en train de chercher les outils que je suis en train de payer et sur optimise, lesquels j'ai quoi. aucune valeur ajoutée. Mm. Et tu vois, j'ai retrouvé, tiens, hier matin, j'ai retrouvé 6,90 € par mois pour I Love PDF en compte payant. Mhm. Et en fait, j'utilise 2 fois dans l'année. Parce qu'avec I Love PDF, tu fais à peu près tout en gratuit. Ben, je vais arrêter. Et des trucs que je fais dans l'année, bah, on verra. Moi, j'ai supprimé mon Disney+. Ouais. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai que il faut avoir quand même effectivement juste donné son chiffre d'affaires, mais derrière, il faut quand même avoir un esprit entrepreneur de se dire, OK, il faut quand même juger ça. Et je l'ai vécu moi-même sur ce côté, bah, combien je me verse de salaire, etc. Et des fois même, tu te dis, bon, bah, comme la limite, elle n'est pas hyper exiguë à ce niveau-là, bah, s'il faut, je paye des trucs perso avec mon Shine, tu vois. Ouais. Mais est-ce que c'est une bonne gestion? Non. Il faut... Et Vraiment, alors, du coup, je suis inquiet pour, tu sais, les gens qui sont pas autonomes, c'est-à-dire ils sont très bons dans leur activité, d'accord, mais ils sont pas bien organisés et en fait, tout le reste, ils le laissent un peu pourrir. Mm. Et alors, s'ils n'ont pas le budget, c'est difficile parce qu'ils pourront pas se faire accompagner. S'ils ont le budget, il faut le faire, il faut confier ça à un professionnel, tu vois. Et à la limite, pas moi, hein. Moi, je vais former les gens pour qu'ils soient autonomes. Mais je connais des super assistantes administratives que tu peux contacter pour faire des démarches qui sont pas très chères et tu vois, quelques heures par mois. Donc ça, faut pas hésiter. Et éventuellement, ceux qui le veulent, à la limite, qu'ils aillent voir un expert comptable. Mais tu vois, pour moi, les experts comptables, ils ont une expertise telle que je les verrais. C'est peut-être une erreur ce que je dis, hein, mais plutôt réservé pour accompagner des sociétés. D'ailleurs, certains experts comptables, ils ne veulent même pas les prendre, les micro-entreprises. Ils ne savent pas trop faire, etc. Mais tu vois, des assistances administratives ou d'autres profils qui vont permettre d'accompagner les gens. Mais tu as des gens, ils prennent aucun accompagnement et en fait, ils laissent couler certains pans d'activité de leur entreprise. Alors que la base, c'est qu'il faut être capable de tout faire. Pas parfaitement. Ça, c'est pas possible. Mais il faut être capable de prospecter, il faut être capable d'aller publier sur les réseaux sociaux, il faut être capable de faire sa compta, il faut être faire un capable suivi client. de s'organiser dans son planning et dans ses rendez-vous, il faut être capable de faire le suivi client. Enfin, il n'y a pas le choix. Mhm. Si Si à un moment donné, 1 ou 2 domaines, tu les abandonnes, tu es en train de couler ta boîte. Petit peu. Donc il faut que les gens, moi j'essaye de dire aux gens, tu vois, quand tu as des gens qui s'inscrivent, il y a des très très bons programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Mais en fait, ils ont un point faible. C'est là où moi je me positionne. C'est qu'en fait, ils vont te faire venir que des grands experts, des grands spécialistes. Tu vois, tu vas avoir le numéro 1 ou la numéro 1 de la comptabilité, tu vas avoir le numéro 1 en personal branding, etc. Les gens, quand ils sortent de ce programme-là, ils se disent,
jamais j'arrive à faire tout ça. Et finalement, quand ils viennent avec moi, alors, il y a des domaines où je suis pas mauvais, quoi. Hein. Mais je leur dis juste, et je suis comme vous. C'est-à-dire que j'ai des domaines où je suis très mauvais. Et à des domaines, je fais ce que je peux. Seulement, il n'y a pas le choix. Même micro-entrepreneur, tu dois tout faire parce qu'au final, tu es un chef d'entreprise. Ouais, il ne faut pas avoir ce sentiment de je suis micro-entrepreneur, alors je suis un micro-chef d'entreprise. Non, il faut réagir en tant que tel, il faut prendre conscience du rôle qu'on a. Et ça, tu le fais bien et c'est intéressant et tu le montres, c'est cool. Et le statut, il est super critiqué. Hein. Tu sais, il y a un gouvernement là, qui cherche à gratter de l'argent. Ouais, j'ai vu. Ok, la France est en dette, il n'y a pas de souci, on a compris. Ils cherchent à gratter à des endroits où tu as l'impression qu'ils grattent de l'argent. TVA, tu veux parler? Ouais, là où ils se font pas taper dessus. Et puis dès que tu as des lobbies très très forts qui tapent sur le gouvernement, ils disent désolé, on fait marche arrière. Donc moi, ça commence à me gonfler tout ce qui pend au nez des micro-entrepreneurs. Les cotisations sur du BNC, elles ont augmenté dernièrement. Elles ont augmenté. Je voulais. La TVA, les seuils de TVA, là, ils viennent, il y a quelques jours au Sénat, ils viennent d'entériner le fait qu'il n'y aurait pas de baisse des seuils de TVA en 2025. Qu'est-ce qu'ils ont mis au programme en 2026? Baisse des seuils de TVA. Tu vois, et alors, du coup, c'est anxiogène. Et j'essaye aussi. Alors, moi, c'est des sujets sur lesquels je lutte. Tu vois, en parallèle, je ne sais pas si tu connais la FNAE, la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. C'est un gros syndicat d'entrepreneurs. Je suis depuis quelques mois le nouveau coordinateur régional à La Réunion. Donc, c'est moi qui suis censé coordonner. Alors là, par contre, je suis mauvais élève. C'est-à-dire qu'il faut que je sois beaucoup plus actif en local. Je m'appuie sur ce qui est fait au national, mais je n'ai pas le temps. Je réseaute ailleurs. J'essaye de faire briller la micro-entreprise parce que ça me tient à cœur à La Réunion ou ailleurs, sur les réseaux, etc. Mais je ne suis pas suffisamment actif pour l'instant au niveau de la FNAE, mais je vais commencer à le faire. Mais c'est un statut qui est extrêmement chahuté. Alors, il y en a certains, des lobbies de sociétés dans certains secteurs d'activité, c'est parce qu'en fait, ils veulent se faire un statut d'entrepreneur pour avoir plus de clients. Donc, je comprends la démarche. Je trouve ça un peu dégueulasse, mais c'est du style. En fait, on va critiquer ce statut en disant « Ouais, mais c'est pas bien, les gens, ils déclarent pas ou ils sont pas assurés. » On va raconter n'importe quoi pour décrédibiliser les micro-entrepreneurs pour qu'un jour, ça disparaisse, pour que les gens récupèrent le marché. Mais pour moi, c'est une ineptie totale. Parce qu'en fait, ça fait plus tu auras d'entrepreneurs, plus... alors, je ne critique pas le salariat, c'est merveilleux. Hein, mais plus tu vas avoir de la création d'entreprises, donc de la création de valeur, de la proposition. Les entreprises vont s'alimenter entre elles. Donc pour moi, c'est bénéfique. C'est un cercle vertueux. On ne peut pas... parier sur la mort d'un statut. Et le statut de la micro-entreprise, moi, j'ai peur pour les années qui viennent parce qu'elle est chahutée actuellement par les politiques et par certains lobbies. Alors, je suis vraiment désolé, Yann, je t'ai laissé vraiment parler jusqu'au bout, mais on va devoir, je pense, terminer dans les 5 prochaines minutes. Vraiment désolé, j'aimerais bien faire un dernier mini-jeu, mais avant, j'avoue que j'ai une question quand même super importante. Donc, il faudra juste répondre assez brièvement. Mais justement, pour revenir sur ce seuil de TVA, est-ce que tu peux donner le seuil de TVA qui est actuel pour une micro-entreprise? Oui, alors selon les activités, tu vas avoir 2 types d'activités. Tu vas avoir la vente, c'est le seuil actuel. Du coup, c'est 85 000 euros. À l'année. Hein. À l'année. Et puis, alors ça, je ne maîtrise pas tout ce qui est vente. J'ai beaucoup plus de clients dans tout ce qui est BNC. Et BNC, ça a été entériné pour 2025. Donc, tant que tu n'as pas dépassé 37 500 euros de chiffre d'affaires, tu n'es pas redevable de la TVA. À partir du moment où tu le dépasses, il faut commencer à la collecter. C'est-à-dire, quand tu fais tes factures, ben ça va. Si tu fais une facture à 100 euros, il faut rajouter à la Réunion 8,5. Donc, tu fais ta facture à 108,5. Et cet argent-là, tu le laisses de côté sur ton compte en banque et il va falloir déclarer sur le site des impôts, il va falloir le payer. Mais en parallèle, c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que la TVA que tu as collectée, à partir du moment où tu la collectes, tu as aussi le droit de déduire la TVA sur tes achats. Alors, il y en aura beaucoup moins, d'accord ? Mais quand tu vas faire ta déclaration de TVA, tu vas devoir dire la TVA que tu dois à l'État et tu vas déduire la TVA que toi, tu as payée sur tes achats. D'accord. Donc, il va y avoir une balance à calculer. Donc, il faut garder les factures. Il faut garder toutes les factures. Ouais. Mais du coup, la question que je voulais embrayer sur ça, et il faudra répondre vraiment brièvement, je suis vraiment désolé, c'est justement, c'est quoi le point A et le point B en termes de temps? Est-ce que c'est 1er janvier et 31 décembre qu'il faut comprendre la micro-entreprise, ça? tu sais, ce qu'on appelle les dates d'exercice, c'est du 1er janvier au 31 décembre. D'accord. Tu ne peux pas donc, dire, moi, je vais de juin à juin. Quoi. Voilà, donc tu il vas faut que du de 1er janvier 31 2025 à aujourd'hui, si j'ai dépassé ce seuil-là, je dois collecter la TVA. Et alors, si c'est la première année, tu as une marge. C'est-à-dire, je crois que c'est 41 250. D'accord. C'est-à-dire où l'État sait à l'avance en disant, OK, l'an prochain,
Dès le premier mois, tu es redevable de la TVA, mais du coup, tu pourras aller jusqu'à 41 250 sans avoir à commencer à collecter de la TVA. Mais là, imaginons, je donne un exemple assez concret. Entre janvier et novembre, j'ai fait plus de 36 000. Ouais. Donc là, le mois de décembre, toutes les factures que je fournis, je vais devoir ajouter la TVA, comme tu l'expliques. Tant que tu es en dessous de 41 250, parce que c'est la première, c'est ton Bah, seuil imaginons majoré. Imaginons que là, je suis T'auras dans pas les la 2-3 TVA. ans, justement. Ouais. Ok. L'année d'après, par exemple, si tu avais été redevable de la TVA fin d'année d'avant, l'année d'après, tu vas tout de suite démarrer. Donc il faut que, par exemple, sur de la 1er janvier TVA. 2026, je dois donner la TVA quand même. Alors. Ouais, si tu as dépassé Donc là, c'est-à-dire les qu'une fois 37 500, Une fois qu'on a l'année dépassé d'après, une fois, après, on doit tout après le temps c'est le faire. terminé. Ouais, ouais. Ok. Après, Ça, c'est c'est terminé. super important comme question. Et alors, du coup, le principe de la TVA, c'est si finalement, il y a des gens qui disent oui, mais les micro-entrepreneurs, vous vous plaignez, il n'y aura pas d'impact. Alors, si, il y aura un impact. Mais si tu fais que du B2B, bah, en fait, toi, tu vas facturer, 8,50 € en plus sur tes 100 € à une entreprise. Elle va s'en fiche parce qu'elle va te les payer, les 108,50, mais elle va pouvoir la déduire, la TVA. Donc, c'est vrai que c'est sans impact pour elle. Si tu vends à des clients particuliers, c'est pas la même. Ah oui, Parce que là, ils soit sont tu montes tes directement prix, impactés. et ton client, il est impacté, soit tu maintiens tes prix, mais alors tu perds de la marge, c'est phénoménal. Mm. Donc chez les particuliers, c'est pas bon. Autre impact qu'il peut y avoir, tiens, on parle de la formation. Tu as un NDA, il faut le faire. Alors les gens ont oublié de faire ça. Il faut faire une demande, c'est sur le site de la préfecture, pour avoir l'exonération de la TVA sur la formation. Moi, je fais une ribambelle de formation. Alors certains accompagnements, ils ne sont pas estampillés formation. Donc ça reste de l'assistance administrative. Donc un jour, si je dépasse, pour l'instant, je ne dépasse pas sur cette activité-là. Donc si un jour je dépasse au niveau de cette activité-là, je vais devoir être redevable au niveau de la TVA. Par contre, sur toute la partie formation, 100% exonéré. Donc Et- tu n'auras jamais de formation de TVA sur la formation. Dernière question sur cette histoire de TVA, c'est-à-dire que pour te donner encore un exemple concret, donc là j'ai fini mon année 1er de janvier 2025 au 31 décembre 2025, j'ai fait par exemple 30 000. Ouais. Quand je démarre le 1er janvier, est-ce que ça reprend de zéro ou je... Si je- tu n'avais pas dépassé le seuil, ça reprend de zéro. Ok. Très Ouais. bien. Du coup, maintenant, j'aimerais bien te faire le petit jeu. Alors, je passe celui du vrai-faux parce qu'on n'a pas trop le temps, mais je vais directement sur le oui-non. Tu le connais maintenant, c'est-à-dire que Oui. j'enchaîne des questions et on répond juste par oui ou par non. Oui. Alors, je suis désolé s'il y en a qui nous regardent et qui nous écoutent si je bafouille, mais c'est pas facile comme exercice d'enchaîner. Alors, je fais comme je peux. Tu es prêt? Oui. Alors, est-ce que tu penses que les gens ont peur de l'administratif? Oui. Est-ce que tu as déjà eu envie de t'arrêter? Non. Est-ce que tu préfères le terrain ou le bureau? Le terrain. Est-ce que tu crois que l'humour est un outil pédagogique? Oui. Est-ce que tu as déjà refusé un client désagréable? Oui. Est-ce que tu aimerais créer une formation 100% en ligne? Joker. Je sais pas. Tu penses que Des fois, oui, l'entrepreneuriat, des fois, non. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde? Oui. Tu rêves de lancer un projet artistique? Oui. Est-ce que tu as déjà regretté une publication sur LinkedIn? Oui. Est-ce que tu te considères comme un bon orateur? Oui. Est-ce que tu aimerais un jour écrire un livre? Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a encore trop de tabous dans le business pays? Oui. Est-ce que tu crois aux effets du réseau et du bouche à oreille? Oui. Est-ce que tu aimes le mot résilience? Non. Est-ce que tu réponds toujours à tes mails à temps? Non. Est-ce que tu pourrais travailler dans une autre région que La Réunion? Non. Est-ce que tu t'ennuies vite? Oui. Et dernière, est-ce que tu penses qu'un bon formateur doit rester humble? Oui. Voilà. Super, merci pour l'exercice. J'ai mis l'intonation. J'ai mis ouais. tout. Est-ce que tu aimerais rebondir vite fait sur un point ou pas particulièrement pour conclure Sur quelle l'émission? question j'ai bloqué ou j'ai dit Joker? Ah, la formation 100% en ligne. Ouais. En fait, je crois que j'ai pas envie de le faire, mais je pense que ça peut être intéressant, c'est pour générer des revenus passifs. Parce qu'effectivement, il faut qu'on se protège aussi. Et tu parlais de se protéger nos familles. Et là, aujourd'hui, en fait, on est micro-entrepreneur, mais en fait, on vend notre temps. Qu'est-ce qui se passe si demain, moi, je retourne avec une maladie grave? Qu'est-ce que je gagne? Tu vois, alors là, je suis en train de prendre une prévoyance, sérieusement. Mais du coup, en termes de revenus, tu peux tomber à quasiment rien. Alors, il faut savoir, si tu as la jambe cassée en tant que micro-entrepreneur, dépose un arrêt maladie. Tu vas toucher à peu près un tiers du chiffre d'affaires que tu génères sur une année. Il faut avoir plus d'une année d'exercice. Pour toi, c'est bon. Mais sinon, en fait, tu perds énormément d'argent. Donc, en fait, je suis en train de me dire, c'est pas ce que je veux faire, mais il faudrait Ça que je le rassure. fasse si je veux rassurer et protéger un peu plus Oui, ma parce que famille même pour si tu avoir des pars en revenus vacances, passifs. tu peux profiter des vacances 3-4 semaines. Tu sais que si ça marche bien, Oui. ça tourne, tu vois. Après, quand tu regardes ton chiffre d'affaires, moi, des fois, je fais des chiffres d'affaires extraordinaires. Je sais qu'il y a 2 mois dedans. Oui. Et je vais pas dire, ah mince, j'ai fait 0 le mois d'après. J'ai dit, bah, c'est bon, j'ai bien bossé pendant un mois, j'ai le droit de me reposer un peu.
Donc là, il n'est pas du tout lissé, le chiffre d'affaires. Il faut le regarder sur une très, Oui, très longue période. bien sûr. Ouais. C'est ce que j'explique à mes clients. Je leur montre directement mes tableaux de chiffre d'affaires. Je dis, regarde à quoi ressemble mon chiffre d'affaires. Ouais. Mais il faut le regarder dans l'ensemble, en fait. Après, sur l'information, moi, je fais beaucoup de formations. Donc oui, la formation, des fois, tu as ton planning qui est vide. Tu n'as pas beaucoup de contrats. Donc moi, j'essaie de remplir avec mon autre activité, maximum. Et puis quand tu as des mois où la formation, tu es plein, je fais des semaines, 5 jours de formation au centre de formation. Donc j'enchaîne avec mes clients le soir. Et j'essaie de sauver mes week-ends, mais des fois, ça déborde un peu sur les week-ends. Donc là, effectivement, tu regardes à la fin du mois, tu dis ouais, super, mais ça va pas être comme ça tout le temps. Écoute, Il y avait une autre question sur laquelle j'avais bloqué. c'était sur est-ce que tout le monde est fait pour être entrepreneur? Ah oui, exact. C'est un super dilemme. J'aimerais tellement dire oui, tout le monde peut être entrepreneur. Moi, mais je au pense final, que non. Hein. Si je dois donner moi ma réponse, moi, je pense que non. ouais, au final, je vais accompagner, tu vois, une 40aine de profils par an. Donc au début, j'étais sûr que tout le monde était fait pour être entrepreneur. Maintenant, certaines personnes que j'ai accompagnées, il y en a qui ne se sont pas lancées. Donc à la limite, elles vont partager ce que je dis. Il y a des gens qui se sont lancés avec difficulté. Alors à la limite, c'est très très bien parce qu'il y en a qui sont restés salariés. Ils essayent de lancer la double activité et tu vois que ça ne marchera pas. Mais c'est dommage parce que j'aimerais bien que tout le monde puisse se lancer. Mais effectivement, il faut être très déterminé, très autonome. C'est pas une question de niveau, c'est une question de détermination et d'autonomie. Parce que si nous, demain, on est manager, on est dirigeant, si on n'a pas de salariés, on ne peut pas faire grandir de boîte. Hein. Ça reste quand même super important, le salariat. Et c'était quoi ta question sur la résilience? J'aime pas ce mot-là. Ouais, justement, pourquoi tu l'aimes pas? Mais tu connaissais le mot résilience il y a 10 ans? Moi, je ne le connaissais pas. Ouais. Moi, on me dit souvent que je suis résilient, mais j'avoue que j'ai jamais trop... Donc le mot il est sorti de nulle part. Donc tu dis, bon, tu sais, c'est des mots un peu à la mode. Et puis alors avec le Covid, on nous a tous parlé de résilience. Et en fait, alors du coup, il est super à la mode. Je ne veux pas trop le critiquer non plus, mais j'aime pas le fait de dire c'est résilient, c'est-à-dire tu es là, tu subis le truc et puis tu as la capacité de subir. Moi, je ne suis pas né pour être résilient, quoi. Moi, je crois maintenant je le vis à 100%. Je suis né pour m'éclater autant que je peux. Et oui, il y a des périodes difficiles, mais je ne veux pas courber les chines, de dire, tiens, quand on parlait des problèmes de maladie, en disant, OK, comment je fais? Tu vois? Moi, demain, si je refais un bilan et on me dit, ah mince, il y a un nouveau cancer qui est là, je ne vais pas dire, oh là là, je vais être résilient, quoi. Je vais dire, ouais, alors je vais stresser pour ma famille, mais pas pour moi. Mais je vais dire, OK, doc, c'est quoi la prochaine étape? Je suis prêt, là. Vas-y, on affronte le truc. Je dis, la résilience, c'est bon, c'est fini le Covid, on n'en parle plus, là. Okay. Écoute, merci beaucoup Yann pour ces échanges. On a passé plus de 2 heures ensemble, mais très agréable. Je te remercie beaucoup pour la transparence et la confiance que tu m'as accordée à l'émission. Vraiment très, très... Écoute, merci à toi, c'était vraiment super agréable. J'apprécie beaucoup ton regard de professionnel, mais aussi ton regard d'homme. J'avais aucun doute de toute façon en venant te voir. Super, ça me touche beaucoup, je te remercie. J'en profite aussi parce que tu m'as invité aussi à ton propre podcast qui s'appelle Conacast. Oui. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous allez me revoir encore. Mais je crois que tu as plus de dizaines, presque 20 bien maintenant. J'en ai fait 14. Voilà. C'est pas le même format, moi c'est très artisanal, on n'est pas dans ce magnifique endroit là au Trapèze Studio que je trouvais extraordinaire. Tu as un concept à toucher hein, si tu fais 2-3 aménagements. Ouais, c'est artisanal, c'est dans la voiture et c'est un format qui dure 3 minutes. Donc tu vois, j'appelle ça c'est du snacking quoi. Ouais. Super, de toute façon on va s'y retrouver. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. Du coup, écoute, merci à toi. Je te laisse faire peut-être un dernier petit coucou à la caméra et puis je vais conclure l'émission. Est-ce que tu as peut-être un mot? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu as un mot, une phrase qui te parle? Ce que j'ai envie de dire aux gens pour terminer, alors je dis venez sur LinkedIn, mais pas pour nous. Hein. Enfin, vous pouvez regarder Marc, vous pouvez venir me voir, mais venez pour vous. Venez pour vous montrer, venez pour échanger et pensez à une phrase. Je signe souvent mes publications comme ça. La vie est un jeu. Merci à toi. Et du coup, voilà, je vais conclure l'émission. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Elle était très longue. Je remercie encore particulièrement du fond du cœur Trapèze Studio pour le lieu qui m'apporte vraiment une qualité d'image et une qualité de son et une qualité visuelle qui est impressionnant. Et les gars, ils sont super sympas. Super sympas. Donc Alexandre et Lucas qui nous regardent avec le sourire. Je sais que ça lui fait plaisir, donc je le sauce un peu comme on dit. Mais non, ils sont vraiment très, très bons gars. Et puis n'hésitez vraiment pas à les contacter si vous avez besoin de faire des projets comme ça. Et puis, je remercie encore aussi tout particulièrement le sponsor de l'émission. Grâce à eux, je peux vivre de cette émission. Enfin, je peux faire vivre l'émission, je veux dire. C'est Digiformat, donc CRM pour les organismes de formation et les formateurs indépendants aussi.
Vous allez pouvoir gérer toute la panoplie administrative en lien avec cette activité, notamment par classique, passer par le devis, la facturation, mais aussi vous pouvez intégrer aussi de l'interaction avec vos apprenants. Ils peuvent aussi, vos formateurs pourront aussi déposer leur évaluation, ils pourront déposer plein de documents. Donc voilà. Et tout est bien centré avec une jolie dashboard, etc. Donc voilà, leader du marché, on en a parlé tout à l'heure aussi. Donc vous allez avoir un petit lien en description et vous allez avoir le QR code à l'image. Vous allez pouvoir remplir un formulaire et prendre contact avec eux. Donc encore un grand merci à eux. Un dernier grand merci à toi, Yann, et je vous souhaite à toutes et tous, une très belle journée ou une très belle soirée à l'heure où vous nous écoutez, et je signe le clap de fin.